Alors, bonjour à tous. Donc, bienvenue à nouveau dans le cours d'introduction à l'analyse économique. Nous allons donc poursuivre le cours que nous avions arrêté à la fin du chapitre 2. Avant cela, une petite information. Alors, je me suis aperçu en faisant le TD1, qu'il y avait des petites erreurs. Donc, c'était avec le groupe 8 que j'avais fait ça. Dans le texte, en fait, parce que des choses que j'avais changées dans le texte n'ont pas été, ont été déplacées dans le texte. Donc, du coup, il y a des morceaux blancs qui apparaissent et puis des mots qui apparaissent à côté. Donc, ça correspond aux pages 1 et aux pages 5 et je crois aux pages 7, à la page 7 aussi. Donc, vous pouvez, la première page, je crois que c'est la page 3 en fait, 5 et 7, vous pouvez trouver le texte dans l'espace Moodle. Voilà, donc ce qui permettra de mieux le comprendre. C'est un texte effectivement assez difficile. Je n'ai pas eu le temps hier de voir les questions sur le chapitre 2, mais du coup, je ne vais pas avoir beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de questions. Donc, je vous invite à aller travailler, bien sûr, ces questions, parce que ce seront celles qui tomberont à l'examen. Je voudrais juste signaler la question de synthèse, puisqu'il y a un certain nombre de questions de synthèse qui vont être posées. Donc, c'est des questions sur 10 points. Vous voyez, cette question, comment les mercantilistes, les classiques et les marxistes envisagent-ils la croissance économique et ses limites? Donc là, vous avez quand même pas mal de choses à dire. Donc une question de synthèse sur 10 points comme ça, c'est à peu près 2 pages et demie qu'il faut écrire. Voilà, donc c'est proportionnel au nombre de points. Une question sur 2 points. Pour Marx, comment la crise débouchée peut-elle être résolue? On a vu ça hier. C'est assez simple. Elle est résolue par soit l'extension interne dans les frontières nationales, soit l'extension à l'extérieur des frontières via la colonisation, soit par l'économie de guerre et la destruction du capital. Voilà, ça suffit. Vous dites ça, c'est une question sur 2 points. En gros, en quelques lignes, c'est terminé. Quand vous avez une question sur 5 points, en quoi la baisse tendancielle du taux de profit chez Marx exacerbe-t-elle les clans-classes? Là, ça veut dire qu'il faut en faire une page, quasiment. Donc ça veut dire qu'il faut expliquer la baisse tendancielle du taux de profit, d'où elle vient, donc refaire les formules, et ensuite montrer les conséquences qu'elle a sur, en gros, sur le conflit entre capital et travail, entre la bourgeoisie et le prolétariat. Ok, voilà, donc c'est toujours comme ça qu'il faut travailler les questions. Alors je vais maintenant passer au cours 5. Je vérifie que tout le monde est bien connecté ici. Bon, pas encore beaucoup, 14. Mais normalement, ça devrait... Voilà, c'est parce que ça met du temps pour apparaître. Donc, je vais reprendre... C'est malin, c'est revenu au départ. Je vais reprendre le chapitre 3. Voilà, donc consacré à la circulation réelle. Alors, c'est intéressant parce que, hasard du calendrier, nous abordons ce chapitre au moment... On aborde aussi le TD sur les physiocrates, dans lequel cette notion de circulation réelle revient. Je voudrais maintenant essayer de réfléchir sur comment on va analyser l'économie, comment on va essayer de synthétiser, de modéliser de manière simplifiée l'économie. Alors, si vous avez fait déjà le TD1 avec votre enseignant, et si vous avez compris un peu le schéma des physiocrates, eh bien, ce que font les physiocrates, c'est simplement une modélisation du système économique. Et c'est un peu ce qu'on va faire ici. Évidemment, on ne va pas le faire en appliquant la théorie des physiocrates, ça n'aurait aucun sens. La théorie n'est pas valide. On ne peut absolument pas dire que la richesse vient de la terre, puisque sinon on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que, malgré la baisse des terres agricoles, on a une croissance économique aujourd'hui, depuis le XXe siècle. Donc on va essayer de montrer un raisonnement similaire à celui de François Quesnay, lorsque, dans le TD1, on parle du deuxième tableau, c'est-à-dire qu'on voit la circulation des biens, mais cette fois-ci, on va le faire évidemment différemment, sans forcément créer des classes sociales, s'appuyer sur les classes sociales, on va au contraire s'appuyer sur ce qu'on appelle des secteurs institutionnels. Je vais essayer de l'expliquer. Parce que bien sûr, pour voir circuler la richesse, il faut déterminer où elle part, où elle va, et comment elle circule, évidemment, mais surtout les différents endroits où elle circule. Et donc ça veut dire qu'il va bien falloir, et là aussi c'est ce qu'on a vu avec Marx, il va bien falloir qu'on simplifie le système économique en dissociant des éléments de ce système.
hein, et certains éléments dans lesquels la richesse va circuler. De la même façon que chez les physiocrates, on a 3 classes sociales qui permettent de montrer la circulation monétaire et réelle entre ces classes, et bien de la même façon, on va avoir ici, non pas des classes sociales, mais des secteurs institutionnels dans lesquels on va voir la richesse circuler. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est quand on parle d'économie réelle, de circulation réelle, on fait référence en économie à quelque chose de bien précis, qui est d'étudier la manière dont la richesse est produite et s'échange. Et la richesse, alors souvenez-vous, on a déjà défini ce que c'est. La richesse, c'est l'ensemble des biens et des services dont on peut disposer. Alors chez Adam Smith, il l'avait formulé comme ça, il avait dit que c'est tout ce qui est utile et commode à la vie. Bon, utile et commode à la vie, voilà, c'est tout en fait, hein, c'est quasiment tout ce dont on a besoin en fait, c'est ça la richesse, hein, pour vivre bien. Ce qui signifie que la richesse n'est pas la monnaie. La richesse n'est pas la monnaie, parce que la monnaie, en fait, en soi, bien sûr, elle est utile, mais elle est utile surtout parce qu'elle se transforme en autre chose. Donc ce n'est pas la richesse ultime, c'est le moyen d'acquérir de la richesse. Alors, quand on raisonne en termes de circulation réelle, on va mettre en lumière des mouvements de richesse entre les secteurs institutionnels, entre les différents secteurs de l'économie, et en fait, on raisonne un peu en circuit fermé. Alors, ce qui a une limite quand même, puisque quand on raisonne en circuit fermé, on a tendance à raisonner sans intégrer la dynamique de la croissance économique. Alors, nous savons, puisqu'on vient de voir tout un chapitre qui lui est dédié, nous savons que la croissance existe, nous savons que c'est un phénomène extrêmement important pour comprendre l'économie, mais là, on va un peu regarder l'économie sur un an, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder ce qui se passe au fur et à mesure des années, donc, quelque part, on ne va pas montrer la croissance dans ce schéma-là. Hein. Donc, c'est une faiblesse, en quelque sorte, de ce schéma. Et encore une fois, c'est une faiblesse qu'on voit aussi chez François Quesnay, c'est-à-dire que lui non plus n'analyse pas la croissance, au contraire, il présente des circuits parfaits, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient exactement au point de départ. Hein, c'est ça le principe de François Quesnay. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette richesse? Si ce n'est pas la monnaie, c'est quoi? D'abord, on va essayer là aussi de la caractériser, de la définir de manière précise. Donc, premièrement, on va considérer que la richesse correspond à tous les biens qui sont destinés à la consommation. Alors là aussi, ce mot consommation, c'est un mot très précis en économie, qui signifie une chose, la destruction par l'usage. Consommer, c'est détruire par l'usage. C'est-à-dire qu'on va utiliser, on va faire usage d'un bien. Ici, on est dans un bien, d'accord, donc quelque chose de physique. On va faire l'usage d'un bien, et en faisant l'usage de ce bien, eh bien, celui-ci disparaît. Bon, vous avez acheté un sandwich à midi, vous avez fait usage du sandwich, vous l'avez mangé, résultat, il n'y a plus de sandwich, il a disparu. C'est pas plus compliqué que ça, la consommation. Alors bien sûr, il y a des biens qui se consomment vite et puis des biens qui se consomment lentement. Vous achetez un téléviseur, vous l'allumez, vous regardez la télévision, vous ne l'avez pas détruit, il n'a pas disparu le téléviseur. En fait, il va finir par disparaître un jour ou l'autre, mais pas immédiatement. Au bout d'un moment, il va devenir obsolète, il va se casser, il va s'user. Voilà, et donc finalement, il finira par plus rien valoir. Et au final, on peut dire qu'il est détruit par l'usage. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous achetez un téléviseur, vous l'utilisez un peu, si vous voulez le revendre, il aura perdu de la valeur. Donc on a bien ici une disparition progressive de la valeur du bien, donc une forme de disparition du bien progressive. Hein. Attention, disparaître ici, ce qu'on regarde comme disparition, ce n'est pas l'objet physique, c'est sa valeur. C'est en quelque sorte sa valeur sociale. Si vous achetez d'occasion un téléviseur, il vaudra moins que si vous l'achetez neuf. Donc il aura perdu de la valeur. Et plus il sera ancien, moins il vaudra cher en fait. Parce que plus il aura été utilisé, mais plus simplement aussi, plus il sera ancien, plus il sera obsolète. Donc ce qui veut dire qu'une consommation est toujours une destruction, même lorsque la destruction n'est pas immédiate. Une voiture, évidemment, c'est la même chose. Une voiture s'use et au bout d'un moment, elle devient moins performante et voire tout finit par se déglinguer. Et donc, on peut dire qu'elle est détruite à force d'être utilisée. Voilà. Donc la richesse, c'est tout ce qui va être destiné à la consommation et qui va disparaître. Oh, mais excusez-moi, j'ai oublié d'allumer. Je suis désolé, vous auriez pu me le dire.
Donc, ceux qui se voient en visio, ils voient le PowerPoint, mais vous ne voyez pas le PowerPoint. Bon, désolé, j'avais oublié d'allumer. Donc, c'est pas grave. Vous avez bien. Donc, la richesse est destinée à la consommation. Donc, la consommation, c'est une destruction par l'usage. Et la richesse correspond également aux services. Ces services, ils peuvent être fournis ils peuvent être marchands, ils peuvent être fournis par le secteur privé. Ils peuvent être non marchands et fournis par le secteur public. Ils peuvent d'ailleurs être non marchands et fournis par le secteur privé, c'est les associations caritatives. Alors, ça va venir. Voilà. Donc les marchands peuvent être fournis, les services peuvent être non marchands ou marchands, donc fournis par le public et le privé. Très souvent, on a tendance à dire que les services marchands sont produits par le privé et les services non marchands sont produits par le public. C'est effectivement vrai dans la majorité des cas, ce n'est pas toujours le vrai. Alors, par exemple, les Restos du Cœur qui donnent à manger aux gens, c'est un service non marchand fourni par une association, donc ce qu'on va appeler une administration privée. Et inversement, l'État peut produire des services marchands. Par exemple, la SNCF, c'est un service marchand qu'elle vous vend. Elle vous vend un transport ferroviaire qui va bientôt d'ailleurs être en concurrence, qui est déjà sur certaines lignes en concurrence. Vous allez voir que bientôt, alors je ne sais pas quand, d'ailleurs, je ne sais pas comment, on va pouvoir acheter des billets de train pour aller, par exemple, de faire Angers-Paris. On pourra le faire peut-être dans quelques mois par une autre compagnie que la SNCF. Mais la SNCF, c'est bien une compagnie publique. Donc, voilà. Et puis, la richesse représente aussi les biens destinés à l'investissement. Donc, les biens destinés à la consommation, donc ils sont détruits par l'usage. Les services, alors je n'ai pas dit s'ils étaient détruits, mais en fait, ils disparaissent, les services. Et puis, vous avez des biens qui s'accumulent, qui sont des biens d'investissement, qui servent à produire, donc, puisque c'est du capital, à produire des richesses. Alors, on va avoir dans ces biens destinés à l'investissement, bien sûr, tout le capital matériel, les machines, les usines, les outils, etc. Mais on peut aussi intégrer dans les biens d'investissement le capital immatériel, les brevets, les marques. Les marques sont du capital, puisque, bien sûr, si vous produisez un objet quelconque et que vous appelez Apple, vous aurez beaucoup plus de chances de le vendre que si vous appelez Tartampion. Donc, le fait de s'appeler Apple, en soi, a une valeur très importante d'ailleurs. Même chose pour plein d'autres choses. Donc le fait d'avoir une marque, d'avoir une image de marque, c'est quelque chose qui a de la valeur et qui est immatériel. Je ne l'ai pas dit ici, mais dans la consommation, on a ce qui est consommé par les ménages, donc les sandwichs, les voitures, les téléviseurs, mais on a aussi ce qui est consommé par les entreprises. Puisqu'une entreprise consomme aussi de la richesse, c'est ce qu'on appelle la consommation intermédiaire, c'est-à-dire les matières premières qui sont détruites dans le processus de production. Toutes les matières premières, c'est aussi de la consommation, puisque ça disparaît. Alors parfois, ça ne disparaît pas physiquement, c'est-à-dire que vous achetez de l'acier et vous faites une voiture, l'acier, il n'a pas disparu physiquement, il s'est juste transformé en voiture. Mais ça veut dire que l'acier brut, il a disparu, lui, par contre. Donc la transformation d'une matière première en objet fini, c'est la disparition de la matière première. Donc vous voyez, la richesse, c'est tout ça. C'est les biens de consommation, c'est les biens d'investissement, c'est les services. En fait, on peut dire que c'est tout ce qui est utile et commode à la vie, comme le disait Adam Smith. Alors, mais avec une caractéristique spécifique, d'ailleurs, là aussi on va réfléchir, c'est quel statut pour, par exemple, la richesse naturelle. Est-ce que c'est la richesse ? Oui, quelque part, oui. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la pluie, c'est de la richesse, que le climat, c'est de la richesse, que les plages sont de la richesse, même si elle n'a pas forcément été produite. Alors là aussi, chez Adam Smith, par exemple, il ne va pas dire ça, lui. Il va dire que la richesse n'est que ce qui est produit. Parce que finalement, c'est la richesse qui, lui, l'intéresse. Mais en fait, on peut critiquer cette approche de la richesse et dire au contraire que la richesse, c'est tout ce dont on dispose, que ça a été produit ou qu'on l'a extrait, ou qu'on l'a extrait de la nature. Tout ça, ça correspond à de la richesse. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on va analyser l'économie en termes réels, on va donc exclure de la monnaie, c'est-à-dire qu'on va oublier la monnaie. Et on peut montrer, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans le TD1 de François Quesnay, on peut montrer
finalement, analyser l'économie sans s'intéresser à la monnaie, c'est tout à fait possible. On n'a pas besoin de monnaie pour comprendre d'où vient la richesse et où elle va, puisque la monnaie n'est pas de la richesse. Donc on peut tout à fait exclure la monnaie du raisonnement, et c'est ce que je vais faire dans ce chapitre-là pour vous présenter une première modélisation du système économique. On peut aussi exclure la finance. Alors là, par contre, c'est un peu différent. La finance, ce n'est pas la monnaie. La finance, c'est un autre domaine qu'on va voir. Hein. Bien sûr, on va voir la monnaie, on verra la finance, hein, parce que ça fait partie du domaine de l'économie. Hein, mais pour simplifier les choses, on va présenter un modèle simplifié de l'économie sans inclure la monnaie et la finance. Donc, qu'est-ce que c'est que la finance ? Bien, c'est tout ce qui permet de conjuguer l'épargne et l'investissement. C'est-à-dire que lorsqu'on va produire des richesses, on a besoin au départ d'argent, on a besoin de monnaie, mais cette monnaie, on ne l'a pas. Donc, pour acquérir de la monnaie, il va falloir qu'on emprunte, par exemple, ou qu'on noue un contrat particulier de manière à acquérir cet argent en promettant une part des bénéfices. C'est ça la finance. Hein. Donc la finance, c'est ce qui permet de conjuguer les besoins de ceux qui ont de l'épargne, qui veulent placer cette épargne pour qu'elle leur apporte de l'argent, et de ceux qui ont besoin de monnaie. Et donc, voilà, donc c'est pas la même chose que la monnaie, la finance, par exemple. Hein, on va distinguer les deux. Hein, la monnaie, c'est un pouvoir d'achat, on va dire. La finance, c'est ce qui permet de donner de la monnaie à ceux qui en ont besoin. Donc on va exclure ces domaines pour l'instant. Nous verrons la finance bien plus tard, dans le chapitre 7, je crois. Nous verrons la monnaie dans le chapitre 6. Pour l'instant, on va s'intéresser à la richesse uniquement et à sa circulation. Bon, alors justement, comment apparaît la richesse ? Très souvent, la richesse, elle apparaît dans une transaction économique. Elle apparaît et elle circule dans les transactions économiques. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui correspond à la richesse correspond à de l'économie. Hein, là aussi, souvenez-vous, qu'est-ce que c'est que l'économie, hein, là aussi, d'après Adam Smith, mais quelque chose qu'on continue de dire aujourd'hui, c'est qu'en fin de compte, l'économie, la pensée économique, c'est le lieu où, justement, se crée et se transforme la richesse. Et donc, on va voir que toutes les transactions économiques vont faire apparaître la richesse. Mais très souvent, une transaction, elle ne va pas faire apparaître que de la richesse. Elle va aussi faire apparaître des flux monétaires. C'est-à-dire qu'on a un double flux. Donc, vous voyez, par exemple, un schéma simplifié, vous avez un vendeur et un acheteur. Pour qu'il y ait une transaction entre ces deux, il faut que chacun donne quelque chose. Sinon, il n'y a pas de transaction. Alors, que va-t-il se passer ? On va avoir un flux réel ici, en vert, et un flux monétaire ici, en rouge. Donc, on a bien ici une transaction. Hein, une transaction et un double flux. Alors, je m'arrête un instant pour voir si tout va bien chez ceux qui sont... monter le son. Je monte le son, je fais ce que je peux. Hein, donc, là, j'ai mis le son au maximum, monsieur. Hein, monsieur ou madame, je ne sais pas. Donc, j'espère qu'ils m'entendent. Hier, il m'avait dit que c'était parfait. Alors, comme je n'ai pas changé, ça devrait être bien. Bon. Flux réel, flux monétaire. Donc, nous avons deux flux pour une transaction. Et ça, c'est le caractéristique de quasiment toutes les transactions économiques. Nous verrons d'ailleurs aussi qu'en finance, on va voir aussi apparaître un flux monétaire et un flux financier, de la même façon ici qu'on a un flux réel. Très souvent, la monnaie, c'est ce qu'on voit apparaître en contrepartie d'un autre flux. Alors, ça ne va pas toujours être le cas. Parfois, on peut avoir des flux monétaires qui n'impliquent pas une contrepartie. Par exemple, vous donnez de l'argent à un pote à vous, il y a un flux monétaire, mais il n'y a pas de contrepartie, à part, bien sûr, la reconnaissance de cette personne, mais on ne va pas considérer que c'est quelque chose qui relève de l'économie. Alors, comme il y a toujours très souvent un double flux, ça veut dire que si on veut représenter l'économie en mettant à la fois les flux réels et les flux monétaires, on va très vite avoir des formes de redondance. Et on risque même de mélanger un peu les pinceaux, c'est-à-dire de mettre des flèches qui représentent des flux réels, des flèches qui représentent des flux monétaires. Tout ça n'est pas très très clair. Et c'est la raison pour laquelle une façon de simplifier la représentation de l'économie, c'est de ne montrer qu'une seule flèche. Et c'est ça que je vais essayer de faire ici. C'est-à-dire je vais montrer uniquement les flux réels. C'est aussi ça que vous voyez dans le TD1. Hein, donc vous allez tous le faire normalement. Donc vous allez comprendre que finalement on peut représenter l'économie de deux manières. Mais en fin de compte, vous allez aussi comprendre dans TD1 que la manière la plus pertinente pour comprendre
le fonctionnement de l'économie, c'est plutôt d'observer les flux réels. Donc là aussi, ça explique ce que je disais, c'est que la monnaie n'est pas de la richesse. D'ailleurs, reprenez le TD1, vous verrez que François Quesnay dit exactement la même chose. Il dit la monnaie n'est pas la richesse. Et que si la monnaie n'est pas la richesse, si on s'embête à regarder à montrer à la fois les flux réels et les flux monétaires, on va complexifier le schéma pour rien. Et surtout, on ne va pas montrer ce qui est vraiment important et pertinent de montrer. Donc, je vais prendre ici une option qui, malheureusement, n'est pas prise par tous les économistes, et je trouve que c'est bien dommage. Je vais prendre donc une option qui est de ne pas montrer les flux monétaires et de montrer que les flux réels, un peu comme François Quesnay l'avait fait. J'ai dit que tout le monde ne le fait pas. J'ai été très déçu de voir que le prix Nobel d'économie, qui s'appelle Krugman, je ne sais plus son prénom d'ailleurs, j'ai oublié, peu importe. Krugman, dans son manuel de macro simplifié pour les licences, etc., il fait un schéma de représentation de l'économie qui est complètement mal fichu et qui mélange allègrement, sans jamais l'expliquer à ses étudiants, les flux monétaires et les flux réels. Ce qui veut dire qu'on ne sait plus du tout de quoi on parle, en fait. Il ne faut surtout pas faire ça. Moi, la première bonne résolution que vous preniez, vous, étudiant de première année en cours d'introduction à l'analyse économique, c'est 1. La monnaie et la richesse, c'est deux choses différentes. Voilà, il faut que vous en ayez conscience, et c'est une chose très importante à comprendre. Et 2, si on veut vraiment comprendre l'économie, il faut faire apparaître la richesse et non pas la monnaie. Je ne dis pas que la monnaie n'a pas d'intérêt. La monnaie est intéressante, d'ailleurs on va l'étudier, on va faire un chapitre spécial là-dessus. Évidemment, la monnaie est intéressante. Mais en fin de compte, la monnaie, c'est ce qui va permettre de faire circuler la richesse, c'est ce qui va être au cœur, c'est le mécanisme par lequel la richesse circule. En fin de compte, ce qui est important, c'est la richesse, c'est-à-dire les objets dont on peut disposer. Tout ce qui nous est utile, c'est ça qui est important à la fin. Alors, une autre manière de réfléchir, c'est de distinguer les différentes formes de richesse. Alors, je vais vous montrer déjà deux schémas. Celui-ci qui va montrer les différentes formes de richesse, et un deuxième schéma après, dans une autre diapo, qui montrera les différents usages de la richesse. Parce que finalement, la richesse a une caractéristique, elle est ce qu'elle est, on va voir qu'elle peut être différentes choses, et enfin, elle a un usage qui lui aussi peut être différent. Par exemple, une voiture peut être un bien de consommation ou un bien d'investissement. Qu'est-ce qui va faire la différence? Rassurez-vous, je vous redirai tout ça plus tard. Mais la voiture, lorsqu'elle va être utilisée pour du loisir, achetée par un ménage, ça sera considéré comme un bien de consommation. Mais la voiture, lorsqu'elle va être utilisée par une entreprise pour produire de la richesse, ça sera considéré comme un bien d'investissement. Donc, selon l'usage, on ne va pas comptabiliser de la même façon la richesse. Par contre, c'est la même chose. On a deux voitures identiques dans les deux cas. Donc, les différentes formes de richesse, quelles sont-elles? Alors, voilà, je vais vous montrer déjà un grand rectangle ici qui représente la richesse. C'est toute la richesse, tout ce dont on a besoin, tout ce qui nous est agréable, tout ce qui nous permet de vivre bien, c'est la richesse. Alors, cette richesse, elle peut être naturelle ou artificielle. Une richesse naturelle, c'est une richesse non produite. Elle nous est donnée par la nature. Une richesse artificielle, c'est une richesse produite. Artificielle ne veut pas dire faux. Je sais que parfois, on a tendance dans le langage courant à dire artificiel, ça veut dire c'est faux. Non, ça veut dire que c'est façonné par la main de l'homme. C'est ça que ça veut dire, au fond, artificiel. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une richesse non produite, déjà? Alors, j'ai mis une forêt primaire. Une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été touchée par la main de l'homme. C'est très rare. On n'a quasiment plus en Europe de forêt primaire. On n'a plus du tout en France. Toutes les forêts françaises ont les produits de la transformation humaine. Bon, la lumière du soleil, ça c'est typiquement une richesse naturelle non produite. Extrêmement utile, entre parenthèses, bien sûr. Si le soleil n'existait pas, je vous garantis qu'on aurait un peu de mal à vivre. L'air des montagnes, voilà, pareil. Une richesse non produite. Alors d'ailleurs, j'ai appris, il y a quelques années, il y avait un investisseur asiatique qui avait mis en bouteille l'air des Alpes et qui vendait ça très cher à des Chinois ultra riches. C'était très drôle. Voilà, donc il a réussi à transformer en marchandise un produit totalement naturel qui est l'air de Suisse. Et il y a des gens qui l'achetaient en fait. Bon, il y a aussi des régions chinoises qui sont extrêmement polluées et il paraît que parfois c'est bien de respirer l'air des montagnes. Enfin, le coût écologique de cette marchandise
est faramineux, hein, parce qu'on a des bouteilles remplies d'air qu'on va collecter dans les Alpes et qu'on va faire transporter dans des cargos. Enfin bon, c'est un truc complètement délirant. Mais voilà, donc l'air des montagnes, en l'occurrence, il ne l'a pas fabriqué, il existe dans les montagnes. On peut penser à plein de choses. Une plage, alors une plage, très souvent, parfois les plages sont artificielles, mais parfois elles sont naturelles. Voilà, donc ça c'est aussi voilà, des choses qui sont dont on a besoin finalement. L'océan, c'est une richesse naturelle aussi. Enfin, en fait, il y a beaucoup de richesses qui sont naturelles et que nous on utilise. Hein. Alors ensuite, la pêche, par exemple, c'est pas une richesse naturelle, hein, parce que la pêche, le poisson, lui, il est produit naturellement, mais le fait de pêcher, c'est déjà du travail. Donc là, on a extraire le poisson de l'océan jusqu'au bateau, c'est déjà du travail, donc c'est déjà artificiel. Hein, là aussi, on parle de richesse naturelle quand elle ne nécessite aucun travail pour apparaître. D'accord. Richesse artificielle, donc c'est la richesse qui va être produite. Alors là aussi, il y a différentes formes de richesse artificielle. D'abord, il y a toute la richesse non monétaire, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas lieu à des transactions monétaires. En fait, il y a une grande partie de la richesse produite qui ne donne pas lieu à des transactions monétaires. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles regarder l'argent, la circulation de l'argent pour essayer de mesurer la richesse, ça ne fonctionne pas. Hein, ça ne peut pas fonctionner correctement parce que il y a une partie de la richesse qui ne nécessite pas de transactions monétaires. Alors, c'est quelle richesse on parle? Eh bien, on parle de ce qu'on appelle de l'autoproduction. Alors, vous pouvez le marquer déjà, autoproduction. C'est ce qu'on produit pour soi-même, en fait, ou par soi-même. Ou on peut éventuellement autoproduire pour d'autres, d'ailleurs, mais on ne demande pas de contrepartie monétaire. Alors, exemple, vous faites votre ménage chez vous. Bah ouais, c'est de la richesse, c'est du travail, c'est artificiel, c'est du travail. Et en même temps, vous ne vous payez pas vous-même. Vous avez un copain qui vous aide à déménager. C'est de la richesse. Vous avez une aide précieuse pour aider à déménager, mais vous ne le payez pas, votre copain, après. Donc là aussi, vous pouvez l'inviter au restaurant, si vous êtes sympa. Mais ce n'est pas un paiement au sens strict, donc ça n'a pas donné lieu de transaction monétaire. Vous cultivez votre jardin, vous faites pousser des tomates, vous en mangez quelques-unes, et puis d'autres, vous les donnez à vos voisins, ou à vos enfants, ou à vos copains, bref. Bon, ça, c'est de la richesse artificielle, mais qui ne donne pas lieu à transaction monétaire. Donc, en fait, elle va être de la richesse non monétaire. Alors, ce qui est intéressant dans la richesse non monétaire, c'est que parfois, dans certaines sociétés, c'est l'essentiel de la richesse. Il y a de très nombreuses sociétés, enfin, avant la révolution industrielle même, jusqu'au 19e siècle, on peut dire, en France, la majorité de la richesse était non monétaire. Elle ne donnait pas lieu à des transactions monétaires. Vous savez qu'il y avait des villages entiers sous l'Ancien Régime, en France, mais ailleurs aussi, en Angleterre, enfin partout en Europe, et c'est encore le cas dans certains pays, où en fait il n'y a pas de monnaie. En fait, il n'y a pas de monnaie. Les gens n'ont pas accès à la monnaie. Et pourtant, ils produisent et ils s'échangent des choses. Et dans ce cas-là, on a de la richesse qui est créée, qui n'est pas mesurée par les gens. Parce que le problème, c'est pour mesurer la valeur de la richesse, il faut qu'elle donne lieu à une transaction monétaire. Si on n'a pas de transaction monétaire, on ne peut pas mesurer la valeur de la richesse, donc elle ne va pas être comptabilisée. Donc ce qui va être comptabilisé, notamment dans le PIB, dans le produit intérieur brut, quand on va analyser la richesse produite par un pays, eh bien ça va être ce qui est monétaire, ici, et ce qui est monétaire se distingue lui-même en deux autres sortes de richesses, la richesse non marchande et la richesse marchande. Alors, la richesse non marchande, c'est ce qui est payé, mais qui n'est pas vendu. Ça veut dire que là, vous avez la monnaie qui vient dans un sens, qui apparaît dans un sens, c'est-à-dire qui rémunère le producteur, mais le producteur lui-même va mettre à disposition sa richesse gratuitement aux personnes qui bénéficient de cette richesse non marchande. Alors, c'est le fonctionnement d'un certain nombre de services publics. Vous avez besoin de renouveler votre carte d'identité, vous ne payez pas. C'est un service public. Mais bien sûr, le fonctionnaire qui s'occupe de votre dossier, lui, il est payé. Heureusement pour lui. Donc il y a bien une transaction monétaire ici. Mais la transaction monétaire ne va que dans un sens.
bénéficier d'un repas ou de produits alimentaires donnés par les Restos du Cœur. Cette richesse, ce repas, il a été payé par quelqu'un. Il a été payé par des personnes qui ont acheté les produits, qui l'ont donné ensuite au Restos du Cœur, ou qui ont donné de l'argent au Restos du Cœur, qui eux-mêmes ont acheté les produits. Donc il y a bien eu ici une transaction monétaire, mais par contre, la personne qui en bénéficie des produits alimentaires, ne paye pas pour l'obtenir. Donc en fait, c'est considéré comme non marchand, mais monétarisé. Alors il faut distinguer ici, et c'est l'une des problèmes, c'est que le non marchand, quelque part faire la cuisine, donner ses tomates qu'on a cultivées dans son jardin à ses voisins, tout ça aussi c'est du non marchand. Hein, donc il y a une forme d'ambiguïté. Quand on parle de non marchand, quand on va parler de non marchand, on va considérer que le non marchand c'est monétaire et non marchand, et que le non monétaire, l'autoproduction, elle, on va l'appeler autrement que non marchand. Mais bien sûr, elle est elle aussi non marchande, bien entendu. Donc là, il y a un peu une ambiguïté. Et puis enfin, on a la richesse monétaire marchande. Ça, c'est beaucoup de choses. C'est tout ce qu'on achète, en fait. C'est tout ce que l'argent peut acheter. Et l'argent peut quand même acheter beaucoup de choses. Il ne peut pas tout acheter, comme vous le savez, mais il peut acheter beaucoup. Il peut acheter votre électroménager, il peut acheter le repas que vous faites cette fois-ci dans un restaurant que vous payez, il peut acheter un véhicule, la presse, etc. Un cours d'économie à l'ESCA, donc l'école de commerce d'Angers, il sera marchand, parce que celui qui bénéficie d'un cours d'économie à l'ESCA, il a payé pour ce cours. Il a payé des frais d'inscription de 8-9 000 euros par an. Le même cours d'économie réalisé ici à Angers, c'est du non marchand. Parce que certes, vous avez payé des frais d'inscription, mais qui sont très faibles par rapport au coût du service qu'on vous offre. Donc, vous voyez, un même cours, moi j'ai déjà enseigné dans des écoles de commerce, je ne faisais pas forcément un cours très différent de ce que je fais ici. Bon, ça dépend des cours, évidemment. Mais quand j'enseigne à une école de commerce, je fais le même cours, mais il est considéré comme de la production marchande, et puis quand je le fais dans un service public, il est considéré comme de la production non marchande. Alors, comment on va quantifier la valeur? Ici, on peut quantifier la valeur, puisqu'on a une unité monétaire en contrepartie. Vous pouvez le marquer, mais on le reverra. Il faut déjà le marquer et le noter dans votre tête. C'est que la richesse marchande, elle va être évaluée au prix de vente. Combien les gens sont payés pour l'avoir, c'est ça sa valeur. La richesse non marchande, elle ne peut pas être évaluée au prix de vente. Parce que, vu que par définition, on ne l'achète pas. Donc, du coup, elle va être évaluée au coût de production. Alors, ce n'est pas une très bonne façon d'évaluer la richesse non marchande, le coût de production. Mais d'un autre côté, c'est la seule qu'on a. Pourquoi ce n'est pas une bonne façon de mesurer la richesse? Parce que plus le coût de production va augmenter, plus la valeur, on va considérer, va augmenter, ce qui est un peu absurde. Augmenter le salaire des fonctionnaires, et hop, vous produisez une richesse non marchande plus importante. Ce qui veut dire quelque part que vous augmentez le PIB. C'est pour ça que je pense que la meilleure façon de retrouver la croissance en France, c'est de multiplier par 2 tous les salaires des fonctionnaires. Je dis ça parce que je suis fonctionnaire, évidemment. Mais c'est vrai que ça va augmenter la richesse. Est-ce que les gens ils vont penser que les services publics qu'ils ont sont meilleurs? Pas forcément. Je veux dire, si on multiplie mon salaire par 2, je ne vous ferai pas forcément un meilleur cours. Désolé, je suis déjà au max. C'est pareil dans l'hôpital. Vous voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, on a des soucis. Alors là, c'est un autre problème. Vous savez qu'aujourd'hui, j'ai vu là tout à l'heure que le gouvernement avait cherché à recruter plein d'infirmiers, pardon, ne pas trop genrer les métiers. Il a essayé de recruter plein d'infirmiers pour faire face aux problèmes de l'hôpital depuis quand même plusieurs années, et qui là explique pourquoi est-ce que tout d'un coup on va nous demander, enfin pas encore ici à Angers, mais bientôt, de nous imposer un couvre-feu à 21h. Bon, le problème c'est qu'il n'arrive pas à recruter des gens sur ces postes. Pourquoi il n'arrive pas à recruter des gens? Parce que les salaires sont trop faibles. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème là, en l'occurrence clair, c'est-à-dire que quand vous ne payez pas assez les gens ne veulent pas faire le métier, si le métier est difficile, et donc vous vous retrouvez à ne pas pouvoir faire ce que vous voulez faire. Donc là, il y a bien une dégradation de la qualité du service. Entre parenthèses, on a le même problème chez les profs. On a du mal à recruter tous les profs qu'on est censé recruter. Donc quelque part, on baisse le niveau
Ah ben avant, il fallait avoir 12 pour réussir le concours de la fonction publique qui permettait de recruter des profs. Eh bien, ensuite 11, ensuite 10, voilà, après on recrute à 9. Et puis au bout d'un moment, ils sont tellement mauvais qu'on dit, on ne les veut pas, mais du coup, on n'arrive pas à avoir des postes. Bref, le salaire participe quand même de la production de richesse d'une certaine manière, c'est-à-dire quand il arrive en dessous d'un certain seuil, on n'arrive plus à produire de la richesse. Voilà, mais pour revenir au problème principal, la quantification. Quelle est la valeur créée? On va essayer de la mesurer en monnaie. Mais il faut bien comprendre que ce dont on parle ici, ce n'est pas de la monnaie. La monnaie ici est utilisée comme unité de compte pour mesurer la valeur de la richesse produite. Parfois d'ailleurs, on se pose la question de savoir combien vaut la richesse naturelle. Ben, je vous garantis que ce n'est pas facile. Combien vaut une plage? Combien vaut la lumière du soleil? Bon, je vais vous dire, pour la lumière du soleil, c'est simple, hein, c'est infini. Hein. Parce que s'il n'y a plus de lumière du soleil, on meurt tous. Hein, donc, il n'y a plus d'économie. Hein, donc, mais une forêt primaire. Alors, par exemple, c'est très important, ça. Combien vaut une forêt primaire? On pourrait dire, une forêt primaire, c'est une forêt dont on n'a pas forcément l'usage, donc finalement, elle ne vaut rien. Mais en fait, on a l'usage. C'est un réservoir de biodiversité, c'est un endroit où on aime bien se balader. C'est pas pareil d'aller dans une forêt qui n'a pas été touchée par la main de l'homme, ou très peu, et dans une forêt qui a été totalement transformée et qui se transforme en plantation totalement aseptisée et artificielle. C'est pas la même chose. Vous voyez la forêt des Landes. Bon, la forêt des Landes, c'est très beau, moi j'aime bien, mais bon, il faut reconnaître, c'est pas très varié, quoi. Hein, c'est pas une forêt primaire, c'est une forêt de plantation. Alors c'est très utile, ça permet de faire du bois de construction, voire du bois de chauffage. Hein, mais bon, c'est utile, d'accord, mais voilà, mais c'est pas aussi sympa qu'une forêt, une vraie forêt primaire. Mais maintenant, vous allez dans une forêt primaire. Par définition, vous ne pouvez pas l'exploiter parce qu'elle est primaire. Vous ne pouvez pas l'exploiter. Quelle est sa valeur? Alors là, c'est des choses qui sont très compliquées. Hein. Mon sentiment, c'est que quand on ne peut pas quantifier, il ne faut pas chercher à quantifier. Alors je sais qu'il y a la mode aujourd'hui qui est de dire regardez le coût du réchauffement climatique. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des études d'économistes brillants qui se sont dit tiens, on va mesurer le coût d'une hausse de 2 degrés liée au réchauffement climatique ou de 3 degrés, etc. Ils arrivent à des sommes faramineuses, des centaines de milliers de milliards de je ne sais pas quoi. Et moi, je vous dis, ces calculs, c'est bullshit. Hein. Je veux dire, c'est n'importe quoi. On peut pas quantifier. Enfin, c'est idiot de vouloir quantifier des choses non quantifiables. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on vivra moins bien si les températures augmentent. Voilà. On vivra moins bien s'il n'y a plus de forêt primaire. On vivra moins bien si l'air des montagnes est pollué, etc. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de quantifier pour savoir qu'on vivra moins bien si on détruit du patrimoine naturel? Moi, j'aimerais qu'on n'ait pas besoin de quantifier les choses pour prendre conscience de l'importance de certains produits. Même chose sur plein de choses, en fait, parce qu'on parle ici de richesse non monétaire. Moi, je pense que c'est extrêmement important, la richesse non monétaire, c'est-à-dire la richesse non quantifiable. Le fait qu'on ait des potes pour déménager son logement, c'est super important, ça contribue au bonheur de la vie. J'ai écrit récemment un article sur le vivre ensemble. Et j'ai montré que, dans cet article, c'est un article qui m'a été commandé par des juristes, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu bizarre pour un économiste d'écrire là-dessus, mais je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans l'article, que je refusais toute quantification, mais ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le vivre ensemble, c'est les liens qu'on crée les uns avec les autres. Et ces liens qu'on crée les uns avec les autres, ils sont pas monétaires, en fait. Finalement, tout ce qui est important n'est pas monétaire. Les relations qu'on a les uns avec les autres, c'est extrêmement fort. Le fait d'avoir des voisins qui nous filent des tomates, c'est super sympa. Le fait d'avoir des potes qui peuvent nous aider à déménager, c'est très important. Le fait de pouvoir... voilà. Alors bon, on voit d'ailleurs à quel point c'est important quand on nous dit maintenant, vous n'avez plus le droit de vous rencontrer chez vous à plus de 6. Bon, c'est là qu'on se dit, zut, c'est quand même dommage, on dégrade ma qualité de vie. Et pourtant, tout ça, c'est pas quantifié d'un point de vue monétaire. Mais moi, je vous dis, laissons ça non quantifié. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas économique, c'est de la richesse, et donc ça participe de la vie économique. Mais on n'a pas besoin de la quantifier pour en déterminer la valeur. À force de tout quantifier, mon sentiment, alors c'est un peu l'objet de l'article dont je vous parlais, hein. Ceux qui veulent le lire, d'ailleurs, je l'ai mis en tweet épinglé sur Twitter. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut réfléchir à la richesse, on n'est pas obligé nécessairement de la quantifier. Quand on quantifie tout, on finit par tout voir à partir de ces indicateurs quantifiés,
et par oublier que finalement, au fond, ce qui fait qu'on est heureux d'être en vie, ce n'est pas forcément la quantification de valeurs monétaires calculées. Voilà. Alors tout ça pour vous dire, enfin pour ne pas vous dire que le PIB ne sert à rien, parce que le PIB est très utile, la quantification est utile, mais il faut savoir la remettre à sa place. C'est pour cette raison que je vous présente ce schéma-là, qui représente ici, vous voyez, la richesse quantifiable, et ici la richesse non quantifiable. Vous voyez, bon, ça ne veut rien dire, hein. Je ne dis pas que la richesse non quantifiable est supérieure à la richesse quantifiable. Les airs ici, c'est schématique. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a toute une partie de la richesse qui n'est pas quantifiable, et je permets d'affirmer que c'est très bien comme ça. N'essayons pas de quantifier ce qui n'est pas quantifiable. Essayons de trouver un moyen de préserver ce qui n'est pas quantifiable. On ne va pas lui mettre un coup pour nous obliger à le préserver. Ça serait complètement absurde. Alors, deuxième schéma, les différents usages de la richesse. Alors là, je reprends toute la richesse, artificielle ou naturelle, marchande ou non marchande. Tout ça va être utilisé par l'ensemble de la société. Alors, comment ça va être utilisé? On va reprendre un rectangle. On va marquer richesse. Vous pouvez d'ailleurs faire le schéma en même temps que moi, hein. Alors, je sais que ceux qui notent sur ordinateur, ils sont un peu embêtés, hein, mais bon, c'est votre faute. Il ne fallait pas prendre un ordinateur pour noter. Vous avez le droit de noter à la main, c'est possible. Voilà. Mais les autres, n'hésitez pas à refaire le schéma. Ça vous permettra de le mémoriser en même temps, hein, parce que c'est des questions que je pourrais poser aussi à l'examen. Alors, premier élément, la richesse peut être soit investie, accumulée, soit détruite, consommée. Alors attention, c'est pas si simple la différence entre consommation et investissement, hein, parce qu'ici on dit détruite et ici accumulée, mais pensez que chez Smith, hein, vous voyez le cours qu'on a fait dessus, Smith lui considère qu'une partie de la richesse consommée peut être aussi accumulée, les biens de consommation, de la même façon que l'investissement, par définition, s'accumule, mais il peut s'accumuler pour une période plus ou moins longue, hein, là aussi. Un bâtiment peut rester pendant des siècles. Vous voyez le château d'Angers, vous voyez la maison d'Adam, vous voyez la cathédrale, etc. Tout ça, on a même un pan de mur romain, hein, vous savez, à Angers. Hein, donc on a des constructions qui ont 2000 ans. Donc on voit bien ici que l'accumulation, elle est réelle. Et puis, on a aussi des investissements qui ne vont pas durer très longtemps, hein, et donc qui vont s'accumuler, certes, mais s'accumuler lentement. Hein. De la même façon, la consommation, tout n'est pas détruit immédiatement, tout peut être détruit lentement, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. La différence entre les deux, c'est qu'ici, on a un usage qui va donc altérer la valeur, et ici, en fait, on ne va pas forcément altérer la valeur, ou en tout cas, la valeur va s'altérer lentement. Alors ensuite, on a deux sortes d'usages, et là aussi, ça va dans les deux cas. Un usage improductif et un usage productif. Alors, l'usage improductif, ça veut dire, c'est une richesse qui n'a pas vocation à produire de la richesse. L'usage productif, c'est une richesse qui a vocation à produire de la richesse. Qu'est-ce que l'usage productif, finalement? Ça s'appelle du capital. Ici, c'est du capital, d'accord? Et ici, alors, c'est la consommation pour ce côté, et ici, c'est quelque chose de très particulier, c'est l'immobilier. Alors, je crois que je vais... Ah oui, alors, voilà, c'est marqué ici. C'est-à-dire que l'usage, la richesse investie, donc accumulée, qui a un usage improductif, c'est l'immobilier. Parce que l'immobilier est résidentiel. Oui, investissement immobilier de ménage. Donc, c'est l'immobilier résidentiel. Donc quand on va accumuler un bien non productif, on va considérer que c'est une maison, une résidence d'habitation. Alors, je continue le petit tableau. Vous êtes maintenant ici dans l'usage productif de l'entreprise. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le capital. Hein. Souvenez-vous, le capital, c'est la richesse qui produit de la richesse. Donc c'est la richesse qui est productive. Ce capital, il va être distingué en deux catégories, là aussi. La consommation intermédiaire, celle qui va disparaître dans le processus de production, et ce qu'on appelle aussi les biens d'équipement, qui ne vont pas disparaître, qui vont donc s'accumuler,
l'immobilier, les machines, les véhicules professionnels, le parc informatique d'une entreprise, les brevets, les marques. Vous savez, typiquement, le parc informatique, ça ne va pas s'accumuler très longtemps parce que ça va devenir très vite obsolète. Certaines machines aussi. Bon, par contre, l'immobilier, l'immobilier donc à usage productif, c'est-à-dire les immeubles de bureaux, les locaux commerciaux, hein, c'est ça, à usage productif. Voilà, les brevets des marques, là aussi, ça peut durer quelques temps, ça peut s'accumuler. Consommation intermédiaire, donc l'énergie, qui disparaît bien sûr quand elle est consommée, hein, par définition. Les matières premières, qui soit disparaissent quand c'est par exemple du charbon qu'on brûle, bon, ben, ça disparaît, mais parfois ça se transforme. L'acier qu'on transforme en automobile, ça disparaît d'une certaine façon. Et puis les biens intermédiaires, ben, c'est les biens qui vont être utilisés et incorporés dans la production du bien. Par exemple, un pneu. Renault fait des voitures, mais quand elle vend sa voiture, ils ont des pneus. Mais Renault n'a pas fait les pneus de voiture. Les pneus ont été achetés à Michelin, par exemple, qui les a mis sur les voitures Renault. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? On a un bien intermédiaire, hein, qui va être intégré dans la voiture. Les phares des voitures sont produits à Angers, ici à Valeo. Bon, Valeo produit des phares de voiture. Ces phares de voiture, c'est des biens intermédiaires qui sont ensuite montés sur les voitures des constructeurs. Ce n'est pas tout à fait des matières premières, c'est ça que je veux dire. C'est des produits finis déjà. Alors, revenons maintenant dans ce tableau-là. Les ménages consomment. Ils ont la consommation qui va être accumulée, qui va être la consommation durable. Véhicule, mais ici, c'est un véhicule de loisir, parce que ça a vocation juste à être utilisé par les ménages, ça n'a pas vocation à produire de la richesse. L'électroménager, voilà, c'est durable. Alors, l'immeuble d'habitation, c'est ici, hein, donc ce n'est pas la consommation durable, c'est l'investissement. Et puis enfin, on a l'usage, la consommation improductive des ménages non durables. C'est des services, c'est oui, essentiellement des services, hein, non durables. Alors ça peut être d'autres choses, hein, des petits trucs qui ne vont pas durer longtemps. Je n'ai pas trop d'idées ici. Bon, un sandwich, voilà, ça va pas durer. Voilà, vous l'achetez au supermarché, c'est pas un service, hein, c'est un bien qui est acheté. Je n'ai pas marqué là, ok, je vais vérifier juste. Bon, j'aurais pu mettre ici sandwich, vous voyez, là. Bon, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû le faire, je le ferai l'année prochaine. Et puis vous avez des services qui par définition ne sont pas durables. Un service disparaît au moment où il est produit, qui peuvent être publics et privés, fournis par le public, enfin par les administrations publiques ou fournis par des entreprises. Et ces services, ils vont aussi aller dans le secteur productif, hein, par exemple. Bon, par exemple, je reviens toujours à l'enseignement parce que finalement je connais bien ce domaine, mais quand je vous donne des cours d'économie, par exemple, et que je prépare votre master, avec votre master, vous allez ensuite faire, je sais pas, de la DRH ou truc comme ça. Vous allez être ensuite recruté par une entreprise. Finalement, à qui j'ai rendu service? Le service public d'éducation, il profite à qui? Il profite aux étudiants qui en bénéficient directement, ou est-ce qu'il profite aux entreprises qui en bénéficient indirectement parce qu'elles recrutent de la main-d'œuvre formée, et pas formée par elles, formée par le service public? Bon, en fait, les deux. C'est-à-dire que le service public d'éducation supérieure, il est à la fois utile aux ménages et utile aux entreprises. Il va faire de vous des êtres intelligents, en tout cas j'espère. Donc ça sera un usage improductif. Vous savez, c'est pas du tout productif d'être intelligent. Hein. Ça aide pas forcément à être plus heureux, hein, d'ailleurs. Mais par contre, il va aussi vous former à un métier, et là, ça va être un usage productif. Avec la capacité que vous avez de lire, vous pouvez lire un roman, c'est improductif, et d'un point de vue économique, bien sûr. Et vous pouvez aussi apprendre à lire des consignes qu'on va vous donner un travail, et ça sera productif. C'est un peu caricatural, mais bon, il faut vous faire comprendre, voilà, les éléments. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble ici de richesses qui ne va pas avoir tout à fait toujours les mêmes usages. En fonction de l'usage, eh bien, on va pouvoir les mettre dans ces catégories-là. Alors, quand on va étudier la circulation réelle, on va s'interroger à deux choses. Et ça aussi, d'ailleurs, c'est ce que fait François Quesnay dans le TD1. Vous verrez, je vais pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je ne vais pas trop spoiler, comme on dit. Mais par définition, quand on s'intéresse à la circulation donc des biens et des services, la circulation réelle, de la richesse, il faut évidemment s'intéresser à deux choses. D'abord, la production. Qui la produit?
déjà, d'où elle émane. Et puis ensuite, on va regarder la circulation de cette richesse. Dans le schéma que je vais présenter, on va surtout s'intéresser à la richesse marchande et non marchande qu'on peut monétariser, qu'on peut comptabiliser. Alors pourquoi on va faire ça? Parce que ça permet d'introduire le PIB, ça on va le faire après, c'est une question pédagogique, mais bien sûr dans la richesse, on pourrait tout à fait remettre le même schéma en intégrant la richesse non mesurée par le PIB, mais ça poserait un problème ensuite pour moi pour arriver à trouver un équilibre avec les équations de la comptabilité nationale, peu importe, on verra ça tout à l'heure. Donc deux éléments. Pour construire un schéma de circulation réel, il faut savoir où la richesse émerge, c'est-à-dire où elle est produite, et deuxièmement, comment elle circule. Ça va être exactement le même schéma que la richesse soit marchande ou non marchande. Je ne fais pas, là aussi, il n'y a pas de raison de considérer l'une plutôt que l'autre. Vous savez, là aussi, très souvent, dans les médias, on a une vision tellement simplifiée et caricaturale de l'économie. On nous dit l'économie, la richesse, elle est produite par les entreprises. Alors là, c'est une phrase que vous entendez partout. C'est faux. On vient de le voir, c'est faux. Les entreprises produisent de la richesse marchande, mais ce n'est pas la seule forme de richesse. Il y a plein d'autres richesses, évidemment non marchandes aussi. Et puis il y a même tout ce qui n'est pas comptabilisé par la monnaie. Tout ça, c'est aussi de la richesse. Ce n'est pas produit par les entreprises. Les entreprises, elles sont performantes, elles sont utiles. Mais elles sont utiles à quoi? À produire de la richesse marchande. D'accord? Et ce n'est pas toute la richesse. Là aussi, ouvrez un peu votre façon de penser, évitez de tomber dans la caricature. Très souvent, on a d'ailleurs cette vision fausse que la richesse est créée par les entreprises et que l'État, lui, consomme la richesse créée par les entreprises. C'est une vision fausse, ce n'est pas une vision d'économie, c'est une vision absurde. Aucun économiste, même les plus libéraux, ne vont tenir ce genre de réflexion. Enfin, parfois, ils vont peut-être le dire parce qu'ils vont être emportés par leur idéologie, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. Alors, on mesure la richesse en intégrant autant la richesse marchande que la richesse non marchande. Dire, par exemple, que les Restos du Cœur ne produisent pas de richesse, c'est absurde, sous prétexte que c'est non marchand. C'est aussi absurde que dire qu'un cours fait dans un établissement public n'est pas de la richesse, alors que le même cours fait dans un établissement privé, lui, serait de la richesse. C'est absurde. Alors, commençons par la production. Comment on produit? Bon, on produit en associant, alors ça c'est une représentation schématique, on va admettre ici, parce qu'on peut analyser la production de plein de façons différentes, on n'est pas obligé de l'analyser comme je le fais, mais je le fais comme la plupart des économistes le font, donc c'est ça qui est intéressant ici. On va considérer que la production émane de la combinaison de deux facteurs de production, que sont le capital, que j'appelle grand K, et le travail, que j'appelle grand L. Alors je vais commencer à symboliser un peu les différents éléments. Voilà, par exemple, quand vous verrez grand K quelque part, ça veut dire capital. Quand vous verrez grand L quelque part, ça veut dire travail. Alors je sais qu'il y a certains profs de SES qui utilisent le W. Alors dans les deux cas, c'est pour l'anglais, labor ou W, work. Mais en réalité, c'est labor, le capital, le travail productif, c'est pas work. Et puis W, ça pose aussi un problème parce que ça peut être aussi des salaires, on appelle wage. Donc là aussi, je vais utiliser le W plutôt pour les salaires que pour le travail. Alors pourquoi est-ce que je vous utilise des lettres anglaises avec des mots anglais? Parce que en fait, d'abord c'est pas toujours le cas. K, c'est pas capital en anglais, c'est capital en allemand. Ça vient de Marx. Voilà, donc c'est des notations un peu universelles qu'on va retrouver dans toutes les langues. C'est pour cette raison qu'il faut apprendre ces notations-là. Bon, donc pour produire, on a besoin de capital et de travail. Et on va combiner capital et travail pour produire de la richesse. Comment on trouve ces facteurs de production? Un facteur de production, c'est simple, c'est ce qui sert à produire. En passant, si je vous pose une question, qu'est-ce qu'un facteur de production? C'est une question sur un point. Bon, voilà, alors vous répondez, c'est ce qui sert à produire, en général, le capital et le travail. Voilà, ça, vous avez un point. C'est vraiment pas très compliqué. Bon, pour acquérir du capital, on va l'acheter sur le marché des biens et des services. Les machines, c'est des entreprises marchandes qui produisent la production marchande qui vont nous les fournir.
le bâtiment qu'on va construire, c'est ça aussi, ça va être une entreprise à qui on va contracter, qui va nous fournir ici plutôt un service de production de bâtiments, etc., etc. Le travail, il va être acquis sur ce qu'on appelle un peu abusivement, de mon point de vue, le marché du travail. Pourquoi je dis abusivement? Alors ça, c'est une longue question. Est-ce que vraiment on peut parler de marché du travail? Alors, je sais que les économistes adorent employer cette expression. Beaucoup d'hommes politiques maintenant le font aussi. Mais bon, ça fait un peu foire aux bestiaux, marché du travail. Je sais pas. Moi, je trouve que on n'est pas du dentifrice, quoi, quand on va offrir son emploi à une entreprise. On est un être humain. D'ailleurs, la personne qui achète votre travail, si je puis dire, et là aussi l'expression relève du marché, elle ne peut pas faire de vous ce qu'elle veut. Elle ne peut pas non plus faire de votre travail ce qu'elle veut. Donc on est là plutôt en train de nouer une relation avec quelqu'un plutôt que d'acheter sur un marché son propre travail. Cette production va faire apparaître une valeur ajoutée qui représente la richesse effectivement créée. Alors la valeur ajoutée, c'est un peu le produit net chez les physiocrates, c'est-à-dire la valeur ajoutée, c'est ce qui va être le surplus de valeur créé par le processus de production. Comment on va le comptabiliser? Eh bien, on va le comptabiliser de cette façon-là. On va regarder la valeur de la production qu'on a complètement créée et on va soustraire la consommation intermédiaire. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas soustraire, par exemple, la valeur du travail ou le capital qu'on a détruit. On va juste regarder la richesse réelle qu'on a détruite sous forme de consommation intermédiaire, donc ça veut dire tout qui a disparu dans le processus de production. C'est ça qu'on va appeler la valeur ajoutée. Alors, pour être même encore plus précis, et vous pouvez le noter même si ce n'est pas dans la diapo, on va appeler cela la valeur ajoutée brute. Si on voulait avoir la valeur ajoutée nette, on rajouterait à la consommation intermédiaire la dépréciation du capital fixe. Les machines, quand on les a utilisées, elles ont perdu de valeur. Elles se sont en partie usées. Eh bien, si on veut calculer la valeur ajoutée nette, on va prendre la valeur ajoutée brute, donc P moins CI, et on va soustraire à cette valeur la dépréciation du capital fixe. Si on veut estimer la valeur totale créée dans une économie, on va faire la somme de la valeur ajoutée brute de tous les producteurs, et ça correspond au PIB. Le PIB, qu'on va appeler aussi grand Y. Alors ça aussi, vous aurez très souvent, ou PIB ou grand Y. Notez bien les deux termes. Parfois, on a deux termes qui peuvent exister, donc je vous donne les deux, et je les utilise indifféremment. Grand Y, donc PIB, est égal à la somme, ça veut dire somme. Je crois que c'est sigma, mais j'ai un peu oublié. Un Mathieu peut me dire si c'est sigma? Oui, merci. Donc, sigma VA, donc la somme des valeurs ajoutées brutes, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Bon, du coup, le produit intérieur net, c'est quoi? C'est la somme des valeurs ajoutées nettes, c'est-à-dire des valeurs ajoutées brutes moins la dépréciation du capital. Donc, l'usure des machines, quand elle est prise en compte, elle devrait théoriquement être prise en compte pour voir la vraie valeur qu'on a vraiment créée. L'usure des machines va être prise en compte uniquement dans le produit intérieur net et pas dans le produit intérieur brut. Alors, je vous en parle maintenant parce que avant, il y a quelques années, je ne disais pas ça, en cours. Mais maintenant, l'INSEE, vous allez voir dans le TD 5, l'INSEE calcule la valeur ajoutée nette et calcule le produit intérieur net maintenant, un peu partout. Alors, le problème du produit intérieur net, c'est que là aussi, on va quantifier des choses qui ne sont pas toujours si simples à quantifier. La dépréciation du capital, en fait, c'est souvent un peu arbitraire. Par exemple, vous achetez une voiture. Combien de temps elle va durer? Très souvent, dans la comptabilité des entreprises, on va dire elle va durer 10 ans. Donc, chaque année, on va lui retirer 10% de sa valeur. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Ça, toutes les entreprises font ça. Dans la comptabilité, vous verrez, dans les cours de comptabilité,
C'est l'un des principes de base de la comptabilité. Il faut mesurer la dépréciation du capital. Le véhicule, au fur et à mesure qu'il est utilisé, il vaut de moins en moins. Quand il arrive à zéro, il n'a plus de valeur. Mais en fait, on est entre nous là. Une voiture qui a 10 ans, elle circule encore en général. Et parfois, elle circule encore pendant des années. Donc, finalement, si la voiture a 20 ans d'espérance de vie, et parfois elles peuvent durer plus longtemps que ça. Il y a des voitures qui ont je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres, ils continuent de rouler. Ça veut dire que le calcul qu'on a fait au départ d'une dépréciation de 10%, on devrait faire plutôt 5% pour que ça dure 20 ans. Bon, on préfère 10%, mais ça c'est un peu arbitraire. Tout ça pour vous dire une chose, c'est que le produit intérieur net, il part d'un principe d'amortissement, d'usage du capital qui n'est pas toujours vrai. Puis d'un côté, bon, vous avez une voiture pour 10 ans, puis peut-être que dans 5 ans, elle est complètement HS. Alors c'est quand même assez rare, hein. Mais vous pouvez avoir des voitures sans accident, je veux dire, qui est utilisée normalement. Bon, voilà. Est-ce que 10% c'est juste ou faux? En fait, c'est pas facile à savoir. Donc ça veut dire, c'est la raison pour laquelle le produit intérieur net a eu un peu de mal à s'imposer en économie, simplement parce que le calcul du produit intérieur net implique davantage d'arbitraire que le calcul du produit intérieur brut. Alors qu'en fin de compte, il est plus juste, parce que théoriquement, en tout cas, sur le papier, il est censé mieux représenter la vraie richesse créée, mais malheureusement, le calcul, il est soumis à des décisions arbitraires de est-ce qu'on amortit sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. L'entreprise peut parfois décider d'amortir sur 10 ans pour des raisons totalement étrangères à la justesse de la comptabilité, mais parce que, par exemple, elle veut faire disparaître une partie de ses profits, hop, elle amortit sur moins longtemps, donc elle fait perdre davantage de valeur à son capital, et comme ça, elle fera moins de profits, et comme ça, elle pourra payer moins d'impôts. Donc, c'est un peu le souci. Bon, excusez-moi. Ah bah, pourquoi ça fait ça? Je vais m'arrêter là, on verra ce qui se passe après. Donc, la richesse réelle circule. Et essayer d'analyser la manière dont elle circule, c'est aussi important que de regarder d'où elle émane et comment elle est produite. Alors, pour comprendre la manière dont elle circule, il faut regarder d'où elle vient et où elle va. L'origine, c'est ce qu'on appelle les ressources, et la destination, c'est les emplois. Alors, dans le terme emploi, d'ailleurs, il y a l'idée que c'est l'usage qu'on va avoir. Vous avez une voiture, d'où vient-elle? Quelle est sa source? L'entreprise, Renault ou Peugeot, qui a produit une voiture. Donc, la production de Renault et de Peugeot, ça sera la ressource. D'accord? L'origine de la voiture. Et ensuite, la voiture, elle va aller aux ménages ou elle va aller aux entreprises. Soit elle va être un bien d'investissement pour les entreprises, soit elle va être un bien de consommation pour les ménages. Ça, c'est l'emploi. Donc la consommation pour les ménages, c'est l'emploi. L'investissement pour les entreprises, c'est aussi un emploi. Notez que la voiture peut être considérée soit comme un bien, je l'ai déjà dit, mais je le répète, soit comme un bien de consommation lorsque c'est acheté par un ménage pour son usage personnel, soit ça sera un bien d'investissement lorsque c'est utilisé par une entreprise pour sa production. Alors c'est là qu'il va se passer quelque chose. Ah bah oui, il se passe quelque chose. Ah oui, d'accord. Ah bah, c'est n'importe quoi. Alors on va refaire. Ah bah non, mais c'est terminé. Voilà. Non, c'est pas terminé, c'est ça. Ok, donc je refais ça. Je ne sais pas pourquoi le PDF, le PowerPoint ne marche pas, j'ai dû faire une bêtise. Donc les ressources et les emplois sont inversés selon qu'on considère la circulation monétaire ou la circulation réelle. Oui, ben ça c'est évident. Je vais vous montrer ici les flux réels. Donc on va voir où la voiture, elle trouve son origine dans l'entreprise. On va voir, donc c'est leurs ressources. On va regarder ensuite où elle va, donc chez les ménages qui l'achètent. C'est l'emploi, d'accord, la consommation. Mais maintenant, si on devait regarder les flux monétaires, alors on verrait une flèche qui va dans le sens inverse. L'achat de voitures va des ménages, c'est la monnaie qui va des ménages vers l'entreprise. Donc dans ce cas-là, si on regarde les flux monétaires, le ménage, c'est la ressource, et l'entreprise, c'est l'emploi. Donc, là aussi, il faut bien faire attention, parce que parfois, certaines choses vont être compliquées pour vous. Par exemple, le travail,
qui est la ressource du travail? Qui donne le travail? Et qui prend le travail? Le travail, il est donné par les ménages, pas par les entreprises. Les entreprises, elles fournissent de l'emploi, mais elles ne fournissent pas du travail. Et qui va utiliser le travail? Les entreprises. Donc, le travail, le flux de travail va aller des ménages vers les entreprises. À l'inverse, le salaire, c'est un flux monétaire. Le salaire va aller des entreprises vers les ménages. Donc, qui est la ressource pour le salaire? C'est l'entreprise. Qui est l'emploi? C'est le ménage. OK? Donc, vous voyez bien que selon qu'on considère le flux monétaire ou le flux réel, on va avoir des flèches inversées. C'est la raison pour laquelle il faut être très rigoureux et ne pas mélanger les deux. Alors, il est déjà 14h08, donc je vous propose de faire 10 minutes de pause et on se retrouve à 14h18. Et je vais mettre sur pause, normalement ça devrait marcher.